c'est le combat francophone en ordre dispersé. Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors on va parler, pour terminer cette année 2025 qui a été agitée, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Réforme socio-économique, budget, crise, menaces sur l'industrie, troubles géopolitiques, passait une sacrée année. On la termine avec quand même, alors on va prendre le petit bout de la lorgnette pour commencer. Et un enjeu un peu politique, c'est qu'il y a un président de parti qui a sans doute incarné tout ça cette année en faisant beaucoup de bruit, beaucoup de tumulte, beaucoup de crises aussi, en tout cas beaucoup d'initiatives aussi. C'est Georges-Louis Boucher, on aime, on n'aime pas. C'est devenu un élément sans doute qui détermine le paysage politique francophone, mais il y a eu une grande victoire aux élections de juin 2024, 30%, et il marchait sur l'eau. Et là, on se retrouve dans un moment où c'est un peu un trou d'air, en lien notamment avec son omniprésence médiatique, peut-être son côté un peu arrogant. Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, un état de grâce en 2024. Et là, on a un peu l'impression... Voilà, on est dans une séquence où il a perdu quelque part un peu son totem d'immunité, son collier pour reprendre une émission bien connue. Voilà, son collier d'immunité, mais Monsieur 30%, effectivement, doit redescendre un petit peu sur Terre, tout simplement. Alors, est-ce qu'il en est capable ? Ça, on le verra peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, oui, il est dans une séquence clairement qui n'est pas bonne. Après, il en a vu d'autres, mais c'est clair que, comme tu le disais, les sondages ne sont pas bons, et c'est surtout que c'est une tendance, donc c'est ça qui est important, c'est que de sondage en sondage, le MR a tendance à baisser. Et alors, fait quand même un peu plus marquant et important, c'est que les engagés baissent aussi, mais moins, et que la NVA, elle, profite un petit peu de l'aura de Bart de Wever et augmente son score par rapport au précédent sondage. Donc là, on voit quand même qu'il y a une divergence des directions prises de partis qui sont dans la même majorité. Et puis il y a eu cette fameuse sortie tout azimut de Sophie Wilmès, qui a été dans une interview dans Le Soir, dans Sud Info. C'est déjà remarquable en soi parce que c'est plutôt quelqu'un qui s'exprime peu. Voilà, c'est ça, sur la première, même sur le magazine Wilfried, dans le magazine Wilfried. Donc on voit que c'est pas une sortie qui est faite par hasard, donc Sainte-Sophie, comme on la surnomme parfois dans les coulisses, tant sa popularité reste au plus haut. Oui, et qu'elle a profité, elle, de la crise du Covid, où elle devait porter les mauvaises nouvelles, mais en même temps où elle s'est fait une visibilité incroyable. Voilà, et maintenant députée européenne, donc beaucoup moins présente, mais donc quand elle fait une sortie médiatique en plus de cette ampleur, forcément on l'écoute, et en filigrane, qu'est-ce qu'elle a dit ? Un peu plus de nuances, s'il vous plaît, à la tête du MR, sans jamais citer évidemment Georges Louis, et un peu plus de sens collectif. Donc ça, c'est clairement un double message qui lui est adressé. Et qui survient à un moment où la séquence est en plus compliquée à Bruxelles, parce que quelque part, le MR se fait mettre de côté, potentiellement, c'est pas encore fait. Mais... Et c'est pour ça que je dis que cette sortie n'a rien d'un hasard, c'est parce que le MR est en difficulté dans les sondages, le MR est en difficulté au MR, où il est maintenant exclu des négociations, en tout cas dans l'état actuel des choses. Donc clairement, c'est un peu le coup d'envoi d'une intouchable qui dit maintenant, ok, ça gronde en interne depuis un certain nombre de temps, un certain nombre de moments, avec Michel Demact par exemple, qui incarne une ligne plus à gauche dans le MR, on va dire. Michel qui a quand même du mal à avaler le fait qu'on l'a mise de côté. Voilà, et on a un peu l'impression, même si je le répète, Georges-Louis Boucher en a vu d'autres avec ses belles-mères et tout ça, c'est quand même le signal, ok, maintenant... il faut peut-être changer d'optique. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs fois des moments où on lui a dit tu dois diriger de manière plus collective. Il y a eu même des fameux comités pour l'encadrer qui devaient se réunir. Bon, jamais vraiment quand ils se sont réunis, mais il y avait déjà eu plusieurs alertes. C'est pour ça que je posais la question de savoir est-ce qu'il en est capable, parce que le hyper-président, c'est lui. Enfin, je veux dire, c'est presque impossible qu'il aille à l'encontre de ça. Mais c'est vrai que tu avais fait un texte sur le site qui reprenait un peu ces éléments-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a réagi sur Facebook, non ? C'est ça, après ça peut paraître anecdotique et en même temps ça l'est pas tellement, donc
en gros, sur le post Facebook, j'avais accompagné de la phrase « Oui, Georges-Louis Boucher a sans doute vécu un week-end un peu plus difficile que les autres. » Il a réagi « Bon, non, tout s'est bien passé. J'ai passé un excellent week-end avec mon fils et les journalistes racontent comme d'habitude que des histoires. » Oui et non, hein. Donc il y a eu une réunion de parti par après où Georges-Louis Boucher a demandé à ses troupes qu'on arrête de laver le linge sale en public. Donc voilà, c'est qu'il n'était quand même pas très heureux de cette sortie, notamment de Sophie Wilmès. Et puis alors, comme tu le dis, est-ce qu'il est qu'il a la volonté, est-ce qu'il a la capacité surtout, ouais. d'adapter sa ligne, ou finalement, allez, c'est quelque chose d'assez récurrent rue de la Loi, c'est l'hubris, hein, l'ivresse du pouvoir qui quelque part vous aveugle dans votre trajectoire. Bon, et ça s'est répété de législature en législature. On se souvient peut-être, juste un exemple comme ça en tête, Alexander De Croo, hein, qui jusqu'au jour des élections, aux résultats, ne croyait pas qu'il fonçait droit dans le mur, alors que tout le monde lui disait qu'il fonçait droit dans le mur. Ici, on est peut-être, bon voilà, tous les parallèles ne se valent pas, mais on est peut-être dans une situation assez similaire où on a quelqu'un enfermé dans sa bulle qui prend une direction qui a fonctionné, qui a fait ses preuves, mais là, maintenant, il est peut-être temps de s'adapter. J'allais dire, souvent, c'est des personnalités qui s'isolent parce qu'elles s'entourent de leurs hommes ou leurs femmes qui placent aux différents fonctions clés, et donc ils n'ont plus vraiment un retour de ce qui est négatif ou ce qui est critiquable dans leur action. C'est vrai que Georges-Louis Boucher, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a toujours senti ce qui vivait sa victoire aux élections de juin 2024, c'est parce qu'il a compris qu'il y avait un ras-le-bol de l'assistanat, qu'il y avait une forme de droitisation un peu populiste, lui dit droite populaire de la société. Il a vu assez juste dans des thèmes qui vivaient dans l'électorat traditionnel du MR, mais aussi dans un électorat plus ouvrier, plus lié au travail, et en ça, je pense qu'il a cette capacité à rebondir et à sentir ce qu'il vit. Alors le tout, c'est de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est vrai qu'on voit qu'il a quand même pas mal clivé, et d'ailleurs beaucoup lui reprochent le contexte politique en Belgique francophone. On n'était pas vraiment habitué, en tout cas pas à ce point-là, c'est-à-dire d'aller loin sur un certain nombre de thèmes. J'en veux pour preuve récemment la manière dont il a rebondi sur la nouvelle stratégie américaine de sécurité, en disant j'aurais pu en écrire des parties. Sophie Wilmès lui reproche aussi, mais j'aurais pu écrire des parties moi-même, notamment liées à l'immigration. C'est poussé loin, parce que c'est de la stratégie des États-Unis. Oui, et cette stratégie américaine, elle est quand même très anti-européenne, elle est très, très MAGA dans le sens de la souveraineté, l'America First et l'anti-immigration. Donc c'est troublant, quoi. Alors est-ce qu'il joue une carte dont il sait qu'elle pourra payer? Est-ce que c'est une manière de faire une fuite en avant par rapport à ce moment un peu plus difficile? Mais en tout cas, je trouve que c'est révélateur de l'évolution aujourd'hui, et on va en parler aussi, sans doute aussi, la manière dont les engagés ou le PS se positionnent par rapport à ça. Oui, c'est ça. À mon humble avis, le MR est sans concurrence sur sa droite. Donc, continuer à aller chercher continuellement des votes à droite de sa droite, ça n'a en soi, ça a ses limites, ça a tout simplement ses limites. Alors quand on reste dans cette logique où effectivement il n'est pas dans la nuance, mais je pense que c'est ce qu'il veut, hein, il est pas idiot évidemment, Georges-Louis Boucher, mais ça redonne évidemment un espace électoral aux engagés, hein, qui peuvent prendre du centre-gauche au centre-droit, tout cet espace-là, hein, qui est laissé par le MR, qui manque de nuances. Comme tu l'as dit, ça a expliqué aussi en partie voilà, où Georges-Louis Boucher s'est vu comme seul vainqueur, y compris à Bruxelles, alors que c'était beaucoup plus nuancé à Bruxelles au niveau du résultat électoral. Ça l'a quelque part isolé des autres, hein, en plus de... Bon, voilà, on sait qu'il y a eu des mauvaises ententes entre Ahmed Laouedj enfin des inimitiés pour le moins, ouais, entre Georges-Louis Boucher et Ahmed Laouedj, mais au-delà de ça, il reste dans son logiciel de seul gagnant des élections. Ça l'a privé maintenant de négociations avec les engagés. Ça redonne de l'espace aux engagés. Et surtout, c'est une mine d'or du pain béni pour le PS, qui évidemment, je mets les guillemets bien sûr, mais qui tacle l'extrême droitisation du MR. Enfin, c'est l'ennemi idéal quelque part. Si on y ajoute en plus les réformes structurelles
qui font mal, hein, quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse en penser. Évidemment, le PS n'a plus qu'à se baisser pour ramasser, avec évidemment un danger en 2029, en tout cas du point de vue du MR. Quoi, voilà. Oui, ce qui est sûr, c'est que le PS joue bien le jeu, quitte à forcer le trait en permanence sur les mesures, l'impact des mesures. Il y a plusieurs reprises, ils ont quand même poussé le bouchon un peu loin. Et moi, j'ai envie de dire, mais ils sont pas vite gênés, quoi. Je veux dire, j'ai interrogé un économiste pour cette fin d'année qui me disait oui, enfin c'est bien, c'est vrai qu'on prend des mesures difficiles, que ça va faire mal dans un certain nombre de domaines, mais personne n'est là pour dire que on ne devait pas le faire. Quelque part, ils font peut-être même le sale boulot à la place de ceux qui ne sont plus là, si je puis me permettre. Et je te coupe, ils ne reviendront peut-être pas en arrière, même si le PS revient évidemment, au pouvoir. Comme ils ne sont pas revenus en arrière sur la pension à 67 ans. C'était un moment, on va revenir, mais jamais ça n'arrivera. Et par ailleurs aussi, où j'allais dire le trou budgétaire, en tout cas la situation dans laquelle on est, des réformes qui n'avaient pas été initiées, c'est aussi quand même parce que on a tergiversé à prendre ces mesures par le passé, avec des majorités où le PS notamment, ils n'étaient pas seuls, mais se trouvaient à des fonctions importantes et où il n'y a pas eu les mesures nécessaires. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est évidemment facile et on comprend bien le contexte. Et quelque part, Georges-Louis Boucher donne le bâton pour se faire battre, parce que en étant sans doute par moments un peu trop tranché, il va donner des arguments à l'opposition pour le tacler, pour parler football. Mais je trouve que c'est... voilà. Et il faut parfois un peu remettre l'église au milieu du village. Bien sûr, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, on ne peut pas nous reprocher à Trens Tendance, je pense, d'avoir dit que des mesures et des réformes structurelles étaient plus que nécessaires, juste par le coût du vieillissement, où tous les économistes, bien sûr, nous disent qu'on fonce droit dans un mur, donc il fallait changer les choses. Après, effectivement, il y a un certain nombre de questions à se poser, plutôt par rapport à la situation macroéconomique qu'on vit actuellement. Donc par exemple la réforme du chômage, plus illimitée dans le temps, mais on va quand même exclure des dizaines voire des centaines de milliers de personnes à un moment où le nombre d'offres d'emploi diminue sur le forum. Donc là on a quand même aussi un nœud. Il faudra voir si de ces réformes ressort quelque chose de positif, ou alors si ça va nous plonger encore plus dans la panade. Parce que voilà, les années après Covid, on a créé 100 000 emplois par an. Ici, on n'est plus du tout dans cette situation macroéconomique plutôt positive. Alors, tout n'est pas noir, mais il faudra voir. Alors, même chose pour la réforme de flexibilisation du marché du travail. Là, tous les experts aussi en emploi nous le disent, et qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est que si on flexibilise, et on l'a déjà aussi dit souvent, toi et moi, mais des flexi-jobs, c'est de la concurrence pour ceux qui ne sont pas sur le marché du travail. Des aménagements de fin de carrière, c'est une concurrence pour ceux qui sont en dehors du marché du travail. Et la part du gâteau, c'est toute la question, est-ce qu'on peut l'agrandir, ou est-ce que c'est toujours le même nombre de personnes qui doivent se partager cette part du gâteau? Et donc là, on peut se retrouver quand même dans un problème, dans le sens où, pour l'instant, les chiffres ne mentent pas, le taux de chômage, en tout cas, augmente. Oui, mais il y a un enjeu majeur qui est là, c'est-à-dire que Peter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB, qui évidemment tient un discours patronal habituel, me disait la semaine passée, 2026 doit être l'année de la croissance. Et c'est vrai qu'on oublie... En Belgique, c'est quand même c'est maladif, quoi. On oublie toujours qu'il y a une stratégie de croissance qui doit être mise en place quelque part. C'est ce que les majorités actuelles disent, mais collectivement, se dire, tu viens de le dire, le gâteau, à un moment, on doit le faire grandir. On doit faire en sorte qu'on crée de la croissance et de l'activité pour mieux la répartir. Ça veut dire qu'on va devoir aussi alors créer de l'emploi. Je suis d'accord avec toi, il y a potentiellement des concurrences entre certaines réformes et la nécessité de mettre des gens à l'emploi, mais ça veut dire qu'il faut qu'on crée des entreprises, il faut qu'on crée un contexte favorable pour en accueillir certaines de l'étranger. Enfin, il y a un vrai travail qui doit être mené et sur lequel en Europe on a un peu tendance à s'endormir.
il y a aussi sans doute des acquis sociaux qui vont encore devoir être revus pour permettre ça. La flexibilité du travail, je sais que le PS tape tenter plus là-dessus, mais c'est quand même ça qui permet dans certains secteurs d'amener de l'activité qui jusqu'ici partait aux Pays-Bas ou en Allemagne ou en France. Donc on va être dans ce moment de vérité, et je termine juste avec ça pour évoquer ça, c'est que on voit que le match entre le PS et le MR, il se situe là, sur le travail. C'est-à-dire que les deux revendiquent quelque part, avec le PTB qui lui porte le nom du Parti du Travail, mais le PS et le MR revendiquent tous les deux un peu cette paternité d'être le Parti du Travail. Et qu'est-ce que ça représente, quoi ? Et aujourd'hui, le travail, il a évolué, il va devoir s'adapter, il va devoir croître, et je pense que l'enjeu de la fin de la législature, ça va être celui-là, et ce sera sans doute aussi l'enjeu des résultats électoraux en 2029, me semble-t-il. Mais voilà, après, il y a aussi toutes les questions wallonnes et bruxelloises qui sont importantes. Et cette année-ci, on a aussi vu pas mal de choses, ou pas d'ailleurs, à ce niveau-là. Oui, alors moi, à mon avis, en Wallonie, l'ambiance et la cohésion sont meilleures et la ligne est en fait plutôt assez claire à mon sens. Entre MR et engagé. Voilà, entre MR et engagé. Parce qu'ici, on a une politique de réindustrialisation, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'affirment. Ils veulent profiter du rebond de la défense, ça c'est clairement aussi une ligne de conduite qui est très claire. Il y a cette réforme du Forem et de l'activation vraiment qui accompagnera la réforme du chômage fédéral. Mais au moins on voit que la direction est claire. Moi, ce qui m'inquiète plus, et d'ailleurs il n'y a pas que moi, sinon je ne le dirais pas, mais c'est évidemment la situation budgétaire. Alors, on l'a déjà beaucoup dit, il y a le cadeau un petit peu fiscal de la réforme des droits d'enregistrement qui n'a pas permis au départ, dès le début, et se mettre un gros boulet au pied, qui ne permet pas d'assainir le budget. Et la Cour des comptes a été assez claire, donc c'est qu'on ne va pas retrouver un budget à l'équilibre avant 2029. Donc en attendant, évidemment, la dette, elle court et elle sera, j'ai ici quelques chiffres, mais on va être à 37 milliards en 2029, ce qui veut dire très concrètement une augmentation de 35% par rapport à 2024. Donc 2024, le début de la législature, on est à 212% des recettes, donc un ratio de dette sur recettes de 200%. Et les réformes qui viennent du fédéral coûtent aux communes, ça on l'a déjà beaucoup dit, mais coûtent aussi à la région. La réforme fiscale qui va se dessiner, c'est de l'IPP en moins pour les régions aussi, de l'ordre de 600 millions € par an. Alors la question que tout le monde se pose, c'est ok, dans les tableaux budgétaires, et la Cour des comptes l'a dit, elle a aussi observé, un retour au budget, un retour au déficit nul en 2029. Franchement, il faudra voir pour le croire parce que c'est encore loin d'être assuré on peut parler aussi on n'en parle pas, mais on va en parler brièvement. On a déjà fait un podcast complet consacré à ça, mais c'est vrai que la région bruxelloise est un autre sujet de haute préoccupation parce que là, on n'a toujours pas de gouvernement, ça discute maintenant de façon un peu curieuse au centre-gauche, on ne sait pas si ça va aboutir et de toute façon ce qu'on sait c'est qu'il y aura des mesures très difficiles à prendre si on veut éviter un shutdown. Voilà, on en a déjà parlé longuement et c'est vrai que cette année-ci a été marquée par ça. Et c'est difficile de faire une rétrospective 2025 quand il ne s'est rien passé, ou en tout cas que des disputes politiques. Enfin, donc, c'est vrai que le MR en paye quand même fort le prix aussi, vu que dans les derniers sondages, ils n'ont plus du tout la première place qu'ils avaient acquis au lendemain des élections. Et juste pour terminer, rappeler aussi qu'au fédéral, on a parlé de mesures importantes et d'économies colossales, mais on n'est pas au bout de nos peines non plus, parce que les économistes précisent que même avec les paquets de mesures qui sont prises maintenant, on aura encore des ajustements budgétaires nécessaires. Là, on est, je crois, sur base de ce qui est décidé aux alentours d'une perspective de 4,5% de déficit budgétaire. Donc, c'est pas assez pour remettre les comptes dans les clous. Donc, on va encore connaître des années qui risquent d'être difficiles et dans un contexte international dont je ne te fais pas un dessin, on peut s'attendre aussi à des choses un peu vertigineuses de ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est ce qui me fait dire aussi que l'année 2026 sera peut-être une année clé parce qu'on pensait que l'Arizona, pour s'en sortir, annonçait les mauvaises nouvelles au début pour arriver vers quelque chose de meilleur sur la fin. Bart de Wever a toujours dit que son exercice budgétaire, il était sur 2 législatures. Là, en l'occurrence, accord de gouvernement, 23 milliards d'efforts,
accord ici d'automne, plus 9 milliards d'efforts. Comme tu l'as dit, c'est pas assez, mais si on n'a pas un récit un petit peu positif, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller chercher sa deuxième législature. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et le MR engagé au niveau wallon subiront aussi un peu les pertes et fracas de tout ça, quoi. Donc ça va être quelque chose. À un moment, il faudra un récit positif. Est-ce que ça pourra être jumelé avec un récit budgétaire, en tout cas qui va dans la bonne direction ou qui peut être amené, ça reste évidemment à confirmer. Juste pour revenir sur Bruxelles, là il y a peut-être moi aussi un élément qui est intéressant. Si une coalition de centre-gauche ou de gauche venait à se former, c'est quand même intéressant de savoir comment va réagir cette coalition par rapport au fédéral, hein, avec évidemment les engagés qui sont un petit peu coincés au milieu. On imagine avec le MR qui va venir tacler cette coalition bruxelloise et le PS dans la coalition bruxelloise qui va peut-être tacler le niveau fédéral. Donc là, franchement, ça me paraît être une aventure quand même compliquée pour les engagés, soit dit en passant, sur ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en l'état des sondages, ce ne sont que des sondages bien sûr, mais il n'y a plus de majorité Arizona au fédéral, donc ça c'est déjà fait. C'est-à-dire que potentiellement ces deux législatures, Bardouever devrait les imaginer avec d'autres partenaires le cas échéant, et on sait que si c'est avec le PS par exemple, on rentre dans un tout autre discours, c'est-à-dire que là ce serait le retour de la réforme de l'État, potentiellement des discours sur l'autonomie des régions, etc. Donc on est dans un autre narratif vraiment, et tu sais qu'on a appelé ce podcast Le combat francophone, pas pour rien. Moi, je garde toujours ça un peu en toile de fond. C'est que dans ce contexte tel qu'on le décrit là, moi, je pense que l'absence de discours, de dialogue entre des forces politiques aussi importantes que le PS et le MR du côté francophone, à terme, ça nous sera préjudiciable parce que les intérêts des régions francophones sont quand même très importants aujourd'hui à défendre, et qu'à un moment ou un autre, PS et MR devront être ensemble, les engagés aussi évidemment. Mais donc je trouve que là, on est à un moment où à la fois il faut des réformes, on peut comprendre le clivage, et on se retrouve quand même à un moment, je trouve, où cette polarisation, elle fait mal et elle risque de nous faire encore plus mal dans les années à venir. Donc ce combat-là, il faudra le mener aussi ensemble. En 2026. Mais merci Olivier en tout cas. Merci et joyeuses années à tous, joyeuses fêtes de Noël, tout ça. Et tout est voilà, et manger francophone. Merci.